Open FM 97.9, votre radio. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Quentin. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, et toi? Mais ça va, ça va. Bonsoir Marine. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, ça va. Oui. Et bonsoir Bruno. Bonsoir Laurence. Et voilà, alors en fait aujourd'hui on n'est pas 3, nous sommes 4 parce que nous avons Bruno qui est avec nous en studio. Et alors Bruno, comme à chaque fois, il nous gâte, hein, donc on vient d'arriver et qu'est-ce qu'on a? Des crêpes, de la confiture, du cidre. Alors vous imaginez bien que déjà en temps normal on bégaye, on oublie des phrases, enfin bon, donc vous voyez. Donc nous allons donc essayer de terminer cette émission autant que faire se peut. Et d'ailleurs Marine et Quentin nous feront un petit défi à la fin de l'émission, un défi typiquement belge. J'accepte le challenge. Voilà. Toi aussi, tu relèves. Moi, je réussis le challenge. Et toi, tu réussis le challenge. Okay. Et moi, j'arbitre, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, vous verrez, restez avec nous jusqu'au bout. Nous vous apprendrons un défi typiquement gadaï belge. D'ailleurs, Marine est en train de s'entraîner d'ici là. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de choses typiquement belges? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va parler des expressions. Vous savez, ces choses qui sont vraiment typiques d'un pays, d'une région, et voir pourquoi notamment on utilise certaines expressions à certains moments, et à quoi ça peut servir, qu'est-ce que ça peut nous apporter, et voir comment on peut aussi les comprendre, parce que parfois ça se comprend de plein de façons. Alors, dites-moi les jeunes, là, nous allons retourner un petit peu sur les bancs de l'école. Vous vous rappelez de vos règles de grammaire, de la langue française, n'est-ce pas? Oui, ça vous parle? Tout à fait, oui. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, en fait, il faut savoir que le mot dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des expressions imagées. Jusque-là, tout le monde suit. Et l'autre nom, ça s'appelle des expressions idiomatiques. Vous connaissiez? Je connaissais, oui. Tu connaissais le nom? Très peu. Très peu. J'ai déjà entendu, quoi, c'est tout. D'accord, ok. Eh bien, on va voir ce que c'est, à quoi ça correspond, ce qui permet en fait d'utiliser, quand on utilise des expressions imagées et pourquoi on les utilise. Et donc, avant de pouvoir dire quoi que ce soit à ce niveau-là, je pense qu'on va nous mettre directement dans le bain. Hein. Allons-y tout de suite. Quentin, t'es prêt? Presque. Attention, oui, parce qu'en fait, je vais plus vite que d'habitude. Là, maintenant, je suis prêt. Ok, donc c'est parti pour Aldebert avec les animaux. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et voilà, comment nous mettre dans l'ambiance, hein, c'est déjà ambiance de fête, et encore, le cidre n'a pas encore fait son effet, donc vous imaginez bien. Alors, les expressions idiomatiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Une expression idiomatique, en fait, c'est une expression qui renvoie à des images différentes de leur sens. Ce sont des formulations spécifiques à la langue d'un pays qui ne sont pas compréhensibles de manière littérale et n'ont généralement pas d'équivalent dans les autres langages. C'est clair pour tout le monde? Tout à fait. Ouais, tout à fait. En fait, c'est quoi? C'est simplement une expression qui va mettre en valeur un sens figuré d'un mot ou d'une phrase et qui va permettre en fait de pouvoir appuyer clairement un récit ou quelque chose qu'on veut vraiment rendre beaucoup plus clair. Alors, les expressions donnent de la couleur à notre langage, elles permettent de se faire des images mentales. Qu'est-ce que c'est que ça qu'une image mentale à votre avis? Ah non, c'est pas sur les feuilles. Là, l'air. Quentin? Je cherche où on est sur la feuille, surtout. Mais ne cherche pas, de toute façon, c'est pas dessus. Non, mais je cherche quand même où on est. On est avant la musique que tu viens de mettre maintenant. On est au-dessus. Mais ça paraît logique. Oui, c'est logique, parce que je te dis que j'avais été trop vite. Alors, image mentale, en fait, c'est une représentation que l'on se fait d'un mot ou d'une situation et qui nous est propre. Pourquoi? Parce que si je vous dis chien, vous pensez à quoi? Tu veux dire comme image ou... Comme image. Quelle est la première image qui vous vient si je vous dis chien? Moi, c'est plus un mot qui me vient rapport, j'imagine juste en train de faire un câlin à un chien. Donc, d'accord. Et toi? Un chien.
Un chien. Oui, mais quel chien? Bah, juste un chien. Oui, mais quel chien? J'en ai Un aucune- caniche, un j'en ai bichon, aucune idée. un Peut-être rottweiler. peut-être tous en même temps. C'est pas très clair là-haut, tu le sais bien. Eh ben, je suis aidée, moi, ici, je vais te dire. Le site fait déjà peut-être son effet. C'est finalement. ça, je pense que oui. Mais déjà, on a une belle image. C'est que moi, je donne un mot. Toi, tu penses plutôt à une image, à une expression, et à un moment bien précis. Et toi, tu es avec un chien. Oui, c'est- Ah oui. Alors, une image mentale, c'est quoi? C'est la représentation que l'on se fait chacun de quelque chose. Si vous posez la question à 10 personnes, alors n'essayez pas avec chien, parce que évidemment ça ne marche pas, mais essayez avec un autre mot. Peut-être voiture. Vous aurez différentes marques de voitures, différentes couleurs de voitures. Ça veut dire que nous avons tous notre vécu, notre manière de penser, nos expériences et la manière dont nous avons été éduqués qui fait qu'on a ces fameuses images mentales. C'est nos représentations de la chose en question. Alors, pourquoi mettre maintenant une expression idiomatique sur le truc? Parce que ça permet justement de pouvoir aller mieux parler à votre cerveau, d'une certaine manière. N'oublions pas, une image vaut 1000 mots. Vous savez? Ça veut dire que quand on a une image, on va directement aller l'associer à quelque chose. Et donc, ça permet de pouvoir se raccrocher à une expression. Sauf que, si c'était aussi facile, sauf que les expressions idiomatiques, en fait, sortent les images et les mots de leur sens premier. Donc, ça veut dire que si je prends une expression... Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, voilà, exactement. Mais il y a anguille sous roche, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il y a une anguille qui s'est planquée sous un rocher. Ça veut dire quoi? Que quelque chose se cache derrière ce qui se passe ou des choses comme ça. Voilà. Quelque Ça chose veut- d'ambigu. Quelque chose d'ambigu. Maintenant, imaginez quelqu'un qui vient en France, qui ne parle pas français, qui pour lui, vous arrivez et vous lui dites « Ah ouais, mais tu sais, regarde cette histoire-là, il y a anguille sous roche ». Vous n'êtes absolument pas du tout au bord d'une rivière. Donc la personne, en fait, elle est en train de se dire « Mais de quoi il me parle? Pourquoi est-ce Où est l'anguille? Où est l'anguille? Où est la roche? Où est la roche? Et quel est le lien avec la situation que nous vivons là tout de suite? Pourquoi? Parce qu'en fait, pour la personne qui ne connaît pas l'expression, ça n'a aucun sens. Et donc, il faut à chaque fois imaginer pour la personne ce qu'il y a comme sens derrière. Alors, quand tu dis il y a anguille sous roche, ça va, c'est quelque chose de cohérent. Maintenant, on va voir dans les expressions que nous avons choisies qu'il y en a quelques-unes qui sont quand même franchement plus compliquées à comprendre. Voire qui ont des origines tellement anciennes qu'en fait, limite, on continue à les utiliser. Mais pas de la bonne façon. Ou soit pas de la bonne façon, ou qu'en fait, le sens premier ne parle plus à personne. Parce qu'on verra dans certaines que ça remonte au Moyen-Âge ou des choses comme ça. Il y a des expressions qui sont modifiées aussi au fur et à mesure. Par exemple, se mettre sur son 31, c'était pas 31, là-bas c'était son 31, je sais pas ce que c'est, si c'est un costume ou je sais pas quoi. Mais donc le mot a été modifié parce que plus personne ne connaissait ce mot et pensait que c'était le 31, parce que le 31 c'était le jour de fête. Voilà, c'est ça. Il y a plein d'expressions comme ça qui ont été galvaudées avec les années ou qui ont changé de sens par facilité ou tout comme des mots qui ont évolué au cours des années parce que l'orthographe, alors vous imaginez dans 10 ans avec la nouvelle orthographe, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc, pourquoi est-ce que ça vaut la peine de s'intéresser aux expressions idiomatiques? 5 bonnes raisons de s'y intéresser. D'abord, pour faire comprendre, il faut faire l'effort de les apprendre pour vous permettre d'éviter de nombreux contresens. Exemple. Pour un Français en quête de chance, il voudra toucher du bois. Quand un Italien voudra toucher du fer, de même, I'm blue, je suis bleu, en anglais signifie j'ai le cafard. Rien à voir avec l'allemand ich bin bleu, ouais, c'est moins sympa tout de suite, qui veut dire je suis bourré. Lui aussi, il est passé par le cidre avant. Ou par le belge qui dit je suis bleu de toi, qui veut dire je suis amoureux de toi. Donc vous voyez que la même expression dans 3 pays différents veut dire tout à fait des choses différentes. Donc vous imaginez l'allemand qui vient trouver quelqu'un en disant ich bin blue, et puis la fille elle est toute contente alors qu'en fait non, le mec il lui dit simplement je suis complètement torché. Alors toi non pas du tout, tu m'intéresses pas, mais moi je suis bourré quoi. Donc voilà, attention. Mieux comprendre son interlocuteur. Les expressions idiomatiques sont absolument partout, dans les milieux professionnels, dans les conversations entre amis, dans les films, les livres. On pense souvent à tort qu'elles ne concernent que le registre familier. En réalité, elles touchent tous les registres de la langue. Les personnes qui racontent des histoires utilisent généralement inconsciemment les expressions idiomatiques. Il est indispensable de les connaître pour ne pas y perdre son latin. En voilà encore une, ne pas perdre son latin. Alors, petite anecdote à ce niveau-là.
Pour les personnes qui ont déjà participé à des séminaires, à des cours que je donne, ou mes pauvres élèves qui me subissent toute la journée à l'université pour l'instant, il faut savoir que je suis une fan inconditionnelle des expressions idiomatiques. J'adore ça. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que quand je dois expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de mettre une expression parce que la personne va le retenir beaucoup plus facilement. Parce qu'il y a un côté imagé. En plus, moi, j'arrive avec mes expressions. Alors, nous avons quand même une génération de différence avec mes élèves. Donc, déjà. Et un pays. Et un pays en plus. Donc, le pays, la génération. Vous imaginez que parfois, je donne une expression idiomatique. Et alors, en fait, j'ai l'effet poisson rouge en face, là, où ils me regardent tous en me disant mais de quoi elle parle ? C'est quoi ce truc ? Donc, je suis obligée d'expliquer ma propre locution. C'est ça qui est génial. Donc, au moins, je suis sûre qu'ils ont compris. Donc, voilà. Alors, troisièmement, franchir l'étape ultime de l'apprentissage. Mettons les points sur les i. Les expressions idiomatiques ne sont pas une priorité pour quelqu'un qui commence à apprendre une langue. En revanche, à terme, elles sont essentielles pour celles et ceux qui souhaitent la parler couramment, voire passer pour des locuteurs natifs, donc pour passer pour des gens du village ou du pays. En plus de comprendre ces expressions, il s'agit alors de savoir les utiliser soi-même à bon escient. Personne ne dit que vous franchirez cette étape les doigts dans le nez, mais le jeu en vaut la chandelle. Alors, imaginez dire ça à quelqu'un qui vient d'un autre pays. Tu dois pouvoir faire ça les doigts dans le nez. Quel est l'intérêt de me foutre les 2 doigts dans le nez pour pouvoir réussir ça ? Et le jeu en vaut la chandelle. Déjà, qu'est-ce que vous mettez derrière chandelle ? Moi, je pense à un chandelier. Un chandelier. Une bougie, quoi. Une bougie. Alors la chandelle, il ne faut pas oublier non plus qu'en gymnastique, c'est le truc où on est sur le dos et puis on relève les jambes vers le haut là, en mettant les mains en dessous du bassin. Donc la personne qui se dit, alors non seulement je dois mettre les doigts dans le nez, mais en plus avec les jambes en chandelle, d'accord ? Ou alors c'est le truc qu'on met en dessous des voitures pour pouvoir les soulever. Ça s'appelle aussi des chandelles. Hein ? Donc vous voyez la difficulté des expressions et de bien utiliser la bonne expression au bon moment ? Alors, approcher la culture du pays. Une expression idiomatique n'est pas forcément le fruit du hasard. Par exemple, la célèbre locution française « revenir à nos moutons » est tirée de la farce de Maître Patelin, une pièce de théâtre du XVe siècle. Dans une scène, un marchand se retrouve au tribunal pour un vol de draps et de moutons dont il a fait l'objet. Alors qu'il mélange les deux affaires et évoque les draps au lieu des moutons, le juge s'exclame « revenons à nos moutons ». Par ailleurs, il est intéressant de noter que l'histoire a laissé des traces dans certaines locutions. C'est ainsi que les Français filent à l'anglaise, alors que les Anglais filent à la française. Donc, vous voyez que c'est quand même important de pouvoir faire attention à nos expressions et à écouter la manière dont on les utilise et quand on les utilise. Et en dernier lieu, l'intérêt de pouvoir étudier et utiliser les expressions idiomatiques, c'est d'apprécier la poésie aussi d'une langue. Enfin, les images, les situations, la beauté, voire le comique ou le burlesque qu'elles transmettent, les expressions idiomatiques sont poétiques. En fait, de quoi de mieux... Oula, je recommence. Et quoi de mieux qu'un peu de poésie pour se motiver à apprendre une nouvelle langue. Donc quand vous arrivez... En fait, les expressions idiomatiques, c'est un peu comme les injures. Quand on arrive dans un pays, la première chose qu'on apprend, c'est quoi ? Les injures, ouais. C'est les injures. Et puis, ce sont des expressions idiomatiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vu que la première fois qu'on les dit, on ne les comprend pas. On se demande ce que ça veut dire, mais on les retient beaucoup plus facilement que d'apprendre le vocabulaire comme ça. Donc, c'est une manière de pouvoir vraiment s'intégrer dans un nouveau pays et d'apprendre les choses. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée ici en France, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, je discutais avec une copine et un jour, elle m'explique qu'en fait, quelqu'un s'est moqué d'elle, en fait, mais moqué dans le sens, comment je vais le dire, pas en expression du coin, l'a pris pour une bille, hein, voilà. Et en fait, elle me dit, bah oui, parce que franchement, je comprends pas, elle m'a quand même pris pour un lapin de 3 semaines, de 2 semaines. De 2 semaines. Et là, je regarde, je fais un lapin de 2 semaines. D'accord. Quel est le rapport entre le fait qu'on prenne pour une bille et un lapin ? Et pourquoi 2 semaines ? Que le lapin d'1 semaine, il est plus con que le lapin de 2 semaines ou je sais pas moi. Donc voilà, donc ce genre d'expression, mais ça m'a tellement marqué évidemment qu'en fait c'est resté. Et je me dis bah ouais, donc m'a pas pris pour un lapin de 2 semaines. Je n'ai pas encore gratté à savoir pourquoi j'ai oublié cette locution là dans la recherche de cette émission. Donc on va voir si on la trouve d'ici là. Donc on les trouve partout, nos fameuses expressions, locutions. Et également en cuisine. Et comme je rappelle que nous avons donc une diététicienne pour l'instant dans l'émission, qui nous donnera d'ailleurs une recette typiquement belge tout à l'heure. Oui. Et donc, nous allons écouter Jean-Pierre Châtelier qui va nous expliquer
nous expliquer les expressions de chansons gourmandes. C'est parti. Radio Open FM 97.9, votre radio. Voilà, alors merci à Jean-François qui nous écoute de Belgique, qui vient de me faire remarquer que j'ai dit tout à l'heure une énormité, à savoir que non, la chandelle ne sert pas à monter la voiture, le cric sert à monter la voiture, enfin, j'espère que ça se dit comme ça ici aussi, et la chandelle se place en dessous de la voiture une fois qu'elle est à la bonne hauteur pour reposer dessus, pour pouvoir retirer le cric. Et donc merci Jean-François, et comme il l'a dit, il ne voudrait pas que je passe pour un lapin de 2 semaines. Donc voilà, c'est bien d'avoir des auditeurs qui nous aident à pouvoir rectifier le tir. Alors, est-ce que les expressions imagées sont une particularité française ? Que nenni ! Même si le français de France compte une importante quantité d'expressions imagées ou idiomatiques, ce n'est pas une particularité de cette belle langue, puisque dans la grande majorité des pays, qu'ils soient francophones ou non, il existe bien des expressions intraduisibles qui proviennent d'événements culturels historiques du pays. Entre autres, l'anglais du Royaume-Uni compte beaucoup de nombreuses expressions imagées. Ce que l'on peut par contre dire sur les expressions idiomatiques françaises, c'est que nombreuses d'entre elles sont particulièrement drôles, notamment celles composées de mots se rapportant à des fruits ou encore à des animaux, comme on vient de le voir dans les 2 chansons précédentes. Les connaître lorsqu'on essaie de maîtriser une langue étrangère permet alors de se perfectionner et d'apprendre, comme on l'a dit, les anecdotes. Alors, nous allons, avec Marine, vous faire un petit tour d'horizon de différentes expressions idiomatiques. Je suppose que vous les avez déjà toutes au moins utilisées une fois. Et nous allons essayer de vous donner leur origine, ou voir à quoi ça correspond. Et Quentin, si tu veux intervenir, tu es le bienvenu quand tu veux. Mais bien sûr. D'accord. Marine, je te laisse commencer. Allez. Donc la première, c'est « je ne sais plus où donner de la tête ». Donc en fait, c'est une expression idiomatique qui compte sûrement parmi les plus complexes à comprendre si on ne la connaît pas. Donner de la tête ne veut en effet absolument rien dire de manière littérale. Cette expression française signifie en fait que la personne exprime l'idée qu'elle est débordée et qu'elle a beaucoup trop de travail ou de choses à faire. Oui, parce qu'en termes de locution, ou en tout cas de grammaticalement parlant, ça ne veut rien dire. Je ne sais plus où donner de la tête. Ça ressemble à rien. Ça nous semble très logique, nous, mais c'est vrai que si on analyse... C'est ça, mot pour mot, ça devient un peu compliqué. Il a le cœur sur la main. Ça fait un peu comme Indiana Jones, là, vous savez, quand c'est Indiana Jones, c'est le temple maudit, je pense, quand vous avez le grand sorcier. Oui, je sais les références. Oh là là, mon Dieu. Eh bien, vous regarderez Indiana Jones, c'est le temple maudit. Et donc, à un moment donné, je vous raconte pas, puisque vous savez pas. Donc, vous n'aurez qu'à regarder l'émission. Ah non, moi je le connais, je cherche juste le nom dans ma tête, que je sais plus lequel c'est de fait. Eh bien, c'est Indiana Jones, c'est le temple maudit. Sûr ? Ouais, ça, attends. À moi, tu me demandes si je suis sûre de l'ordre de mes Indiana Jones. Crois, c'est bon. Attends, Harrison Ford, tu rigoles ou quoi ? C'est mon Dieu, mon maître, tout ce que tu veux. Donc, Indiana Jones et le temple maudit. Regardez, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui savent, ils auront compris. Voilà, avoir le cœur sur la main est une expression qui décrit la générosité d'une personne. C'est finalement être prêt à donner et à être généreux. L'expression date du XVIIIe siècle et fait référence au cœur en tant que siège des émotions. Elle figure qu'une personne a le cœur, donc des émotions et les sentiments sur la main, autrement dit qu'elle est prête à offrir. On imagine également une main tendue, symbole encore plus puissant de solidarité et de générosité. Oui, ah non, je crois que tu allais dire quelque chose. Non, je vois juste la feuille. D'accord, Voilà. ok, j'ai rien dit. Marine, la suivante ? Alors, c'est « je suis tombée dans les pommes ». C'est une expression imagée dont les origines ne sont en fait pas prouvées et qui signifie tout simplement que la personne s'est évanouie. On peut alors très bien imaginer qu'une personne célèbre soit réellement tombée et dû s'évanouir, mais sur un tas de pommes, pour donner donc naissance à une telle expression. Pourtant, d'habitude, c'est les tomates qu'on envoie sur les personnes au théâtre et autres. Écoute, on ne sait pas, hein, mais Oui. certains disent que cette malencontreuse expérience aurait été celle de George Sand, célèbre écrivaine française de, je ne sais plus dire, 19e siècle. Voilà. D'accord. Eh bien, nous irons voir dans l'histoire de Georges Sand si, en effet, elle est tombée sur des pommes pour aller voir. Alors, notre rencontre a été un coup de foudre. Waouh, magique. Se dit généralement d'une rencontre amoureuse, mais aussi amicale, qui a été une révélation et dont les liens entre les deux personnes se sont faits très rapidement.
Avoir un coup de foudre ne signifie pas qu'on s'est pris un orage sur la tête, mais plutôt qu'on a reçu un coup d'amour intense et inattendu. D'ailleurs, au Québec, on dit on est tombé en amour. C'est pas mieux non plus. Alors, les Québécois, en termes d'expression... Tabernacle. Ouais, c'est ça, il y a de quoi s'amuser. Au XVIIe siècle, le coup de foudre était un événement inattendu et en général désagréable qui générait beaucoup de stupéfaction. Le vrai coup de foudre, quand la foudre tombait sur un bâtiment ou quelque chose comme ça. À la fin du siècle, le coup avait déjà un sens d'événement brutal et impressionnant. On l'associa alors au domaine sentimental et aux émotions. La foudre, quant à elle, symbolisa la rapidité, rapide comme l'éclair, mais également le feu, qui au figuré prend le sens de passion. Mais le coup de foudre, en tant qu'émotion soudaine et violemment ressentie à l'égard d'une personne ou d'une chose, n'est réellement apparu que vers la fin du XVIIIe siècle. C'est bien parce qu'en plus on étudie nos chiffres romains. Hein. Je crois que je vais me louper à un moment donné, C'est mais ça. c'est pas grave. Tout va bien. À toi. Alors, elle m'a posé un lapin. Ah tiens, revoilà les lapins. Voilà. Il avait 2 semaines. Ça, on n'en sait rien. Mais... Cette expression, qui est très drôle, ne signifie en aucun cas qu'une personne a posé un lapin à côté de la personne qui vous parle. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Oui. Mais elle renvoie au fait que quelqu'un n'a pas honoré le rendez-vous qu'il avait. Poser un lapin signifie de nos jours ne pas aller à un rendez-vous sans prévenir la personne qui nous attend. Cependant, le sens était autrefois différent. En 1880... Oui. Oui, c'est bon, je voulais dire à la française, mais non, c'est la même chose. Alors tu peux dire en 1870 si tu veux, on peut On essayer. peut faire à la Suisse, 1880. Voilà, Non, 1880. c'est bon. Cela voulait dire ne pas rétribuer les faveurs d'une jeune fille. En effet, à cette époque, le lapin désignait un refus de paiement. Par la suite, il a également désigné un voyageur clandestin. L'expression sous sa forme actuelle serait apparue vers 1890 Bien. chez les étudiants et pourrait provenir de laisser poser qui signifie faire attendre quelqu'un. Voilà. Vous voyez, la même expression peut quand même avoir une sacrée origine qui tourne à plusieurs, qui a eu des différents bouleversements. Hein. Alors, tu t'es fait rouler dans la farine. Celle-là, je l'adore. Alors, imaginez de nouveau la personne qui arrive en France, qui n'y connaît rien, qui se dit quoi, on va me rouler dans la farine, je vais être tout blanc. C'est quoi ce truc? Et puis après, on va me foutre dans, un peu comme à l'époque avec les westerns, là où vous étiez rempli de poids et puis on vous roulait dans du goudron et dans des plumes. Donc, non, ici, c'est dans de la farine. Si une personne vous dit cette phrase un jour, c'est certainement que vous avez été victime d'une arnaque et que vous vous êtes fait avoir par une personne. Bref, que vous vous êtes fait duper. Comme un lapin de 2 semaines. Voilà. Et donc au début du 19e siècle, le verbe rouler signifiait duper et tromper. La farine, quant à elle, symbolisait les arguments factices, les belles paroles. Se faire rouler dans la farine signifiait que l'on a été dupé par des arguments trompeurs. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire du loup et des 7 chevreaux? Non. Non, vous n'avez pas lu ça? Non. Non, pourtant, je te l'ai lu, toi, mais t'étais petite, tu te rappelles pas? Oui, Voilà, donc pareil, vous irez voir. Hein. Et à un Tu moment lui lis plus donné, des histoires. oui, je lui lisais des histoires Et quand plus il maintenant. était. Et non plus maintenant. Et je lui chantais même des berceuses aussi, tu vois. Ouh. Et donc à un moment donné, le loup, quand il essaye de se faire passer pour la maman des chevreaux, en fait, trempe sa patte dans de la pâte et puis dans de la farine pour pouvoir duper nos fameux petits chevreaux. Allez voir vos classiques, le loup et les 7 chevreaux. Eh bien voilà. Voilà. En parlant de chevreaux, nous allons passer aux chevaux. Voilà. En fait, moi, j'ai Belle tous fait transition. les animaux. Hein. C'est ça. Donc, il est monté sur ses grands chevaux. C'est une expression couramment employée qui veut dire qu'une personne s'est rapidement mise en colère, qu'elle s'est énervée et a réagi plutôt violemment. Autrefois, quand les chevaux étaient encore utilisés pour faire la guerre, on utilisait des chevaux de bataille, autrement appelés destriers, car les chevaliers les conduisaient de la main droite. Ces chevaux étaient très hauts et forts, si bien que l'on dominait mieux son adversaire. L'image du courageux chevalier partant défendre ses intérêts ou ceux de son pays sur son fidèle destrier est restée, et c'est depuis le XVIe siècle que l'on dit d'une personne qu'elle monte sur ses grands chevaux lorsqu'elle s'emporte et devient parfois agressive lorsqu'elle tente de défendre son point de vue. Eh bien voilà, il a un poil dans la main, celui qui ne va pas en bataille et qui ne va pas défendre son pays. Cette expression française est très imagée puisqu'elle veut dire que si quelqu'un est paresseux, on imagine qu'il a un poil qui a poussé dans le creux de la main par manque d'usage de celle-ci. Ah ben, c'est là, je ne connaissais pas. Non, Enfin, je connaissais l'expression, mais j'avais aucune idée. eh de... ben voilà, il a un poil dans la main. Allez, on est parti pour les animaux, c'est vrai qu'on le fait pas exprès. Donc je donne ma langue au chat. Voilà. C'est une expression française couramment employée dans un contexte familier lorsqu'on essaie de faire deviner quelque chose à une personne. Donc donner sa langue au chat, c'est finalement renoncer à deviner. Autrefois, on disait jeter sa langue au chien.
Cette expression avait un sens dévalorisant car à l'époque, on ne jetait au chien que les restes de nourriture. Jeter sa langue au chien signifie alors ne plus avoir envie de chercher la réponse à une question. Donc petit à petit, l'expression s'est transformée pour devenir donner sa langue au chat au XIXe siècle. En effet, à cette époque, le chat était considéré comme un gardien des secrets. Sa parole serait donc de valeur considérable et il pourrait s'agir, en donnant sa langue au chat, de lui prêter la parole pour qu'il nous donne la réponse à une devinette. Voilà, sachant que les chats sont très loquaces, hein, que quand vous leur parlez, ça fait miaou, miaou, miaou tout le temps. Donc ils ont certainement la réponse, mais en fait, on la comprend pas. Alors, toi, tu as tous les animaux, moi, je suis en mode anatomie. Hein. C'est ça. Donc, que j'allais dire. Voilà. La main, maintenant on va passer au pied. C'est ça, donc tu me casses les pieds est une expression qui n'est pas de très bon augure puisqu'elle signifie que vous ennuyez, vous dérangez ou vous importunez une personne comme si vous lui marchiez sur les pieds. Et voilà, premier petit tour des locutions idiomatiques. Et donc, Marine, on a quand même pris une chanson dite normale dans cette émission que tu as choisie, mais qui a quand même un rapport avec la cuisine. Oui, qui a un rapport avec la cuisine. T'expliques En fait, à un moment donné, donc c'est une chanson en anglais, mais à un moment donné, la personne dit qu'elle ne veut plus, enfin je ne sais plus exactement la traduction, mais que elle est dans un moule, elle ne veut plus rentrer dans le moule, enfin je ne sais plus exactement la traduction, donc ça fait un peu lien avec la cuisine, évidemment, parce qu'on parle de moule. Et de farine. Mais vous allez écouter, ça ne parle pas vraiment de cuisine, c'est juste une expression. Ok, et donc je suppose que tu vas me demander de le lire. Oui, tout à fait. D'accord. The Verve, Bittersweet Symphony. Allez, on continue ? On continue. On en a encore quelques-unes. Et puis alors après, 3 expressions. Et puis on attaque les expressions belges. Et la recette de Marine. Et puis surtout, le petit défi. Je n'oublie pas. Alors, mettre sa main au feu. C'est aussi très sympathique d'aller foutre sa main dans le feu. À l'origine, au Moyen-Âge, alors que les enquêtes concernant la culpabilité d'une personne s'annonçaient longues et fastidieuses, on préférait soumettre les accusés à une épreuve appelée le jugement de Dieu. Celle-ci existait de différentes manières. Il pouvait s'agir de tournois, de duels, mais également d'autres formes d'épreuves beaucoup plus radicales. On attachait parfois un accusé par les poignets et par les chevilles, on le jetait à l'eau. Si le corps flottait, c'est qu'il était coupable. Cool. Sympathique, c'est un peu tard. Il pouvait également s'agir de tenir dans ses mains une barre de fer sortant des braises ou de se laisser la main dans les flammes. Si elle ressortait indemne, cela signifie qu'il était innocent. Mettre sa main sur le feu est donc une référence à ce jugement de Dieu que l'on emploie lorsque l'on cherche à convaincre une personne que l'on a raison. Qui n'était pas très équitable d'ailleurs comme jugement. Non, c'était pas très équitable, hein. Ça on est bien C'était d'accord. De toute souvent façon, coupable. d'une manière ou d'une autre, tu étais coupable, Oui, ou en c'est tout ça. cas, tu t'en sortais quand même pas spécialement indemne, quoi. Marine. Alors, on va revenir à la nourriture. Hein. Oui, Enfin, plus ou moins. En faire tout un fromage. Donc, cette expression remonte au XXe siècle. Donc, partir du lait, c'est-à-dire d'un élément simple, et en faire du fromage. Aliment très travaillé signifie que l'on peut transformer quelque chose qui était simple en une chose complexe. C'est ça, tout comme raconter des salades. Voilà. Cette expression date du XIVe siècle. Il s'agit d'une métaphore. On compare une salade, soit à un assortiment d'ingrédients se mariant bien entre eux, à un ensemble de ragots qui, accompagnés d'un peu d'humour et de fausses excuses, peuvent passer pour vrais. Voilà. Et là, eh bien, transition, waouh, facile. Comment partir sur la partie recette? Voilà. Et donc, avant de partir dans les expressions belges, on vous a quand même concocté une recette belge. Et donc, on va vous l'éternuer. Nous allons donc vous parler du waterzouille. Alors, c'est la recette du waterzouille de poulet belge. On ne sait pas si c'est le waterzouille qui est belge ou si c'est Ou le le poulet. poulet. Mais Voir le lapin, peut-être. on ne sait pas. Alors, pour les ingrédients, donc je vous donne la recette pour 4 personnes. Il vous faut un poulet, 4 pommes de terre, 5 carottes, un poireau, un brin de céleri, 2 oignons, 20 centilitres de crème fraîche, 1,5 litre d'eau, 2 branches de thym, 2 feuilles de laurier, du persil, du sel et du poivre. Donc ça, c'est pour les ingrédients. D'accord. Après, Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Après, comment on fait? Donc, on découpe le poulet soit en escalope, soit en petits morceaux, c'est un peu comme on veut. On épluche et on coupe les carottes et les pommes de terre en petits dés. On nettoie et on émince le poireau et le céleri en petits morceaux. Ensuite, on épluche et on taille les oignons en lamelles. On met le poulet, les légumes, le thym et le laurier dans une cocotte. On couvre avec l'eau et on fait bouillir pendant 1h30 à petit feu. Pendant ce temps, pourquoi est-ce qu'on recoupe le poulet? Je ne sais pas.
Je l'ai écrit 2 fois, c'est pas grave. Donc en fin de cuisson au pluton, on ajoute Ah voilà, je sais pourquoi je dis ça. C'est parce qu'au début c'était vraiment le dos de poulet qu'on mettait et là c'est la chair de poulet. Donc c'est pas la même chose, voilà. Désolée. C'est fin d'émission, fin de journée pour tout le monde. Et on n'a pas encore fini le déficit. Voilà. D'accord. Et en fin de cuisson, donc on ajoute les derniers petits morceaux de poulet et on laisse cuire encore 15 à 20 minutes. Ensuite on ajoute la crème, le sel, le poivre et le persil. On mélange bien. Et puis, on retire les feuilles de laurier et la carcasse de poulet. Et voilà, c'est fait. Et comme toute recette belge, évidemment, elle est totalement diététique et pas du tout calorique. Je ne donne pas des recettes diététiques. Hein. Voilà, quand c'est comme ça, non. Et alors d'ailleurs, je reviens sur une expression. On met le poulet dans la cocotte. Comment on arrive à mettre le poulet dans une poule? Tu vois? Moi, je peux te créer aussi des... Là, je vois Quentin qui est désespéré. Ah, tu l'as pas vu venir, celle-là? Tu n'y avais même pas pensé, hein, non? Non. Non, eh ben voilà, tu vois. Alors, les expressions belges. Quand on va dans un pays, de fait, on apprend les expressions du pays. Et donc, oui, alors en Belgique, s'il y a bien encore un pays où on est vraiment imagé, c'est bien chez nous. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les expressions belges? On a des expressions telles que en faire de son nez. Qu'est-ce que ça veut dire, en faire de son nez? Quentin? C'est une très bonne question. T'es belge, non? Que je Oui, sache. mais l'expression, je n'en utilise pas beaucoup. D'accord, Marine. Et ben, celle-là, je l'avais jamais entendue. Non. Non. Ben voilà. Et donc, en fait, en faire de son nez, c'est faire le malin. C'est un peu mode, tu vois, quand on fait aller sa tête comme ça en avant, quand on fait aller quand on fait le malin, donc on fait aller son nez, en fait, vers la personne. Donc, en faire de son nez. Voilà, je vous apprends des trucs. Hein. Tu joues avec mes pieds. Ouais, bah... Eh ben, pour nous, c'est hyper connu. Et ben, visiblement, les Français, ils connaissent pas. Ah oui. Tu joues avec mes pieds. Tu m'ennuies. C'est un peu l'équivalent de tu me casses les pieds, mais c'est plus dans le genre tu viens me titiller. Quoi. Bah, tu joues avec mes nerfs, quoi. Ouais, tu joues avec mes nerfs, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Racuspoter. Racuspote compote. C'est ça. T'as pas eu ça à l'école? T'as pas eu de racuspote? Si, bien sûr, il y en a partout. Donc, Et t'as pas dit racuspote non. Compote à l'école? Non, je n'ai pas dit ça. Et voilà. Et ben racuspoter, en fait, c'est quand quelqu'un fait quelque chose, c'est d'aller le répéter. C'est un Ce qu'on répéteur. appelle aussi une balance, du coup. Voilà, une balance, exactement. Ce qui n'a aucun sens non plus. Mais... Oui, c'est ça, parce que balance, vas-y, va expliquer. En plus, je balance à gauche, je balance à droite. C'est quoi l'intérêt? En fait, c'est balancer les informations. Mais donc, racuspoter, ça, c'est du typiquement belge, c'est limite du liégeois. Oui. Quand il pleut ici, en France, chez nous, il drache. Ouais. Ici, il douche. C'est Ça, il douche. Et nous, c'est pas il drache. Donc, en plus, c'est agressif. C'est agressif, parce que chez nous, en Belgique, fatalement, la flotte. On connaît ça tout le temps. Donc, alors, au niveau des écoliers, et là, je vais regarder, Quentin, à l'école, tu es allé à l'école avec un cartable ou une mallette? C'est une très bonne question, parce que je disais juste sac. Voilà, alors c'est ça, mais des sacs, mallette, cartable, déjà ça c'est pas très clair. Mais alors par contre, alors non pas ton bic, parce que chez nous en Belgique on avait donc un bic, mais qui ici s'appelle un stylo plume ou un stylo bille. Bic étant en fait une marque, voilà. Alors, le terme bic est aussi utilisé pendant les cours, hein, mais moins que stylo. Que stylo. Tout comme ici, en fait, ils ont des crayons papier. Alors non, ça dépend de l'endroit où tu le dis. Ah, Parce que dans toute la France, tu as crayon à papier, crayon gris ou crayon en bois. Oui, c'est ça, crayon en bois. Bah oui, crayon, quoi. Oui, c'est ça, un crayon. Un crayon, quoi. À la rigueur, crayon noir, je vois encore bien par rapport au crayon de couleur, mais un crayon. Oui. Donc, ok. Et tu mets ton crayon dans quoi? Alors en Belgique, dans une trousse. Non. Ah non, plumier. Alors là, je confonds maintenant. Voilà, ici vous mettez votre crayon, voire vos stylos, voire vos stylos plumes dans une trousse. Et donc nous, on le met dans un plumier. Et ça vient d'où, à votre avis, le plumier? Parce que La c'était plume. sur la plume. Non, Voilà, parce qu'à l'époque, on écrivait à la plume et donc on mettait les plumes dans un étui et donc c'était un plumier. D'accord. Alors, j'ai eu la blague il n'y a pas plus tard que la semaine passée. Le ruban adhésif, voire le scotch, qui est aussi une marque. Chez nous, ça s'appelle pas comme ça s'appelle du papier collant. Du papier collant. N'oublions pas que le Belge, il est typiquement pragmatique. C'est du papier qui sert à coller. Du papier collant. Et donc, je suis allée, pas plus tard que la semaine passée, chez mon voisin de bureau, à Landouge, où j'ai mon bureau, et je suis rentrée franc battant, et j'ai dit, voilà, bonjour, est-ce que vous avez du papier collant? Il y a eu un grand blanc. Mais comme j'avais une affiche en main, je pense que la fille, elle a capté, elle m'a fait, vous voulez dire du scotch ou du ruban adhésif?
Oui, oui. donc voilà, j'ai eu l'air d'un lapin de 2 semaines. Donc. Alors, un petzouille en Belgique. Vous connaissez pas non plus? Non. Non, parce qu'il n'est pas sur la feuille. Si, il est sur la feuille, mais il est au-dessus, je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Ah oui. Alors, un petzouille, en fait, non, ce n'est pas un petit pet. C'est en fait, alors c'est un baraki. Ah, voilà. Ça explique tout pour les Français. Alors, c'est quoi, en fait? C'est quelqu'un de... Comment expliquer? Alors, comment expliquer ça? Tu peux mettre dessus le terme beauf. Voilà, C'est pas parfait, mais c'est le terme qui colle le mieux. Donc, et donc, en fait, nous, on appelle même ça des barakis de kermesse. Voilà, des barakis de kermesse. Des petits barakis de kermesse. Et donc, c'est un mot. Oufti. Oufti étant la locution typique qui veut, en fait, rien dire. Et tout dire en même temps. Et tout dire en même temps. C'est, en fait, le oh, mon Dieu. D'ailleurs, ça veut dire plein de choses. C'est comme tabernacle en... C'est exactement ça. Alors, Fred. Bonjour, Fred. Comment tu vas? Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Alors, l'endroit où on met ici en France le linge quand il est soit pour aller à la lessive, soit pour le replier, vous mettez ça dans une panière. Eh ben nous, c'est une manne à linge. Manne à linge. C'est facile, c'est logique. Pourquoi on se casse la tête à aller chercher des mots alors qu'en fait, nous, on vous dit, on met ça dans une manne à linge. Alors, Quentin, là, par contre, celle-là, c'est pour toi. Hein. Savoir, pouvoir. Oh, oui. Tu sais la différence entre le savoir et le pouvoir? Oui, le savoir et le pouvoir. Ou quand j'étais au lycée, on m'a dit est-ce que tu seras là à la soirée ce jour-là? J'ai fait bah non, je sais pas être là. Bah tu connais le chemin pour venir au lycée? Bah oui, mais je sais pas être là. Oui, donc tu peux pas être là. Oui, je ne peux pas être là si... Voilà, donc nous, savoir, en fait, est à toutes les sauces. Ça veut aussi bien dire savoir que pouvoir. Alors qu'ici, c'est savoir pour la connaissance de l'action et pouvoir pour le fait de pouvoir le faire. De le faire. Tout à fait. Alors, on approche de notre défi. Ce que vous appelez, on parlait de gymnastique tout à l'heure avec la chandelle. En fait, en France, ça s'appelle une roulade. Ouais, un peu comme les roulades de chicon chez nous. Eh ben nous, en Belgique, on dit un cumulé. Voilà, cherchez maintenant l'étymologie du mot cumulé. Je vais vous laisser imaginer. Est-ce qu'on dit aussi cumulé arrière, du coup? Ah bah oui, si tu fais un cumulé avant, tu fais un cumulé arrière à un moment donné. Et donc, quand on arrive à la fin du repas et qu'on prend le digestif, eh ben non, nous, on prend un pouce-café. Parce que tant qu'à faire... Oui, ça se dit aussi ici. Ah bah voilà. D'accord. Alors maintenant, Fred, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une gadaille? C'est une gamelle? Ah non, c'est une grosse fête étudiantine. Alors quand tu vas en gadaille, en général, tu fais des affons. Et donc, est-ce que tu sais ce que c'est un affon? Un affon, c'est quand tu picoles bien. T'es pas ça loin. Ça se vaut. Eh bien, en fait, nous allons, non, moi je montre rien du tout, mais les deux jeunes ici présents vont montrer ce que c'est qu'un affon en direct. Ok. Allez, je vais d'ailleurs même filmer ça, parce que franchement, je le mettrai sur la page Facebook. Donc attendez, parce qu'il faut que je puisse filmer. Attention. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. À main, à bouche, à cul. Et donc, un affon, c'est simplement vider son verre d'une traite. J'ai gagné. Voilà. C'est cul sec. Et ça, Voilà. c'est le cul sec en fait, c'est exactement ça. Et ça, c'est du typiquement belge. Tu ne peux pas aller dans une soirée quelque part en Belgique sans faire un affon. Et avant de faire un affon, tu dis alors la petite phrase, mais que Quentin ne connaissait pas. Et non, je ne connaissais pas. Tu prends ton verre, tu dis à main, à bouche, à cul, nom mon Dieu, et puis t'as fun. Et puis voilà. Et tu recommences ça. Je ne sais pas combien de fois sur la soirée. Bah, tant que tu peux le dire. Pas, c'est ça. Les dernières fois, ça fait. Ah, mais voilà, ça ressemble plus ou moins à ça. Et donc, voici comment termine notre fameuse émission sur les expressions. Je tiens quand même encore à remercier Bruno pour le cidre qui a permis de faire le parce qu'ils viennent quand même de faire un affon au cidre. Hein, donc, mais ça, c'est pétillant comme la bière. Donc voilà, parce que normalement, ça se fait avec de la bière. Bah oui, c'est vrai, la boisson des gadailles en Belgique, c'est la bière. Bah oui.
Voilà. La Alors, Jupiler. la Jupiler, voire la Stella, ça dépend de quel côté on est. Donc, Bruno, merci beaucoup pour ta présence, merci pour les crêpes, merci pour la confiture. Fred, je vais te laisser la parole bientôt avec Joachim, qui devrait pas tarder, je sais pas, il est là, il est derrière. Je se cache. sentais bien que je sentais une présence derrière moi. Et donc, nous, on va vous dire au revoir. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel le sujet, on verra bien. On verra, c'est comme les émissions du vendredi, c'est le jour même que je décide. C'est ça, on décidera ça le dimanche après-midi Voilà, en c'est ça. fonction du sujet du jour. Et pour vous donner ce petit côté, quand même, rester dans les locutions et les expressions, on vous quitte avec une super chanson Belge. liégeoise, Oui. où là, vous allez avoir des expressions liégeoises, limite, données principalement en gadaille. Voilà. Voilà, on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Quentin. À vendredi pour ton émission. Mais oui, bien sûr. Et la matinée Oui, et tous les matins et la aussi, matinale toujours, aussi. Marine, vendredi, vendredi aussi. pour je vais dire la critique gastronomique, tout va bien. Ça va aller. Et encore, moi, j'ai pas bu, vous imaginez. Et donc, nous, lundi prochain, même heure, même chaîne, même endroit. À bientôt. À Au bientôt. revoir.